Monsieur Camille Richard Kalele, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue une fois de plus dans Info 7. Merci. Madame, Monsieur, bonjour à vous. Vous avez très bien suivi et compris également que Monsieur Richard Kalele, président de la Génération Congo Nouveau, est notre invité de ce soir dans votre magazine Info 7. Info 7, c'est votre rendez-vous qui décortique l'actualité de la semaine. Vous savez très bien que cette semaine reste dominée par le rétro-pédalage du ministre de l'EPST autour de cette affaire de sextape. Mais il y a également la grève des médecins, état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La marche de la coalition Lamuka El Fayulu Muzito qui vient d'être n'est pas annulée mais interdite par les autorités de la ville-province de Kinshasa. Voilà notamment les questions que nous allons aborder pour vous au cours de cette émission avec notre invité, Monsieur Richard Camille Richard Kalele. Vous avez suivi les dernières nominations au sein de l'armée et de la police par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Comment voyez-vous ces nominations? Très bien. Bon, quoique c'était pas tellement mis sur la place publique, mais au regard de ce qu'on a vu, ce qu'on a pu lire, nous disons mais c'est bon. C'est que vous avez entendu également. Oui, les gens qui travaillent sous les drapeaux méritent quand même, par moment, quand c'est important, d'être récompensés par des grades dans l'armée lorsqu'on monte en grade. C'est quelque chose de bon, d'encourageant. Et j'apprécie cela. Si tout est fait sur base de la méritocratie, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est très bien. Mais nous avons également suivi à travers les réseaux sociaux et certaines sorties médiatiques des personnes qui ont dénoncé des nominations qui n'ont pas tenu compte des compétences, mais plutôt des affinités. Est-ce que vous épuisez leur point de vue? C'est comme je dis, donc si tout était fait sur base de la méritocratie, c'est bon. Mais si ce n'est pas le cas, je suis désolé. Et des gens qui sont Et vous, vous n'avez pas remarqué cela? Je n'ai vraiment pas entendu parler même des gens murmurer par rapport à ça. J'ai moi-même des policiers, je ne les ai pas entendus raconter des choses dans ce sens. Donc moi, c'est pas peut-être parce que vous n'avez pas posé des questions. Non, non. Écoutez, moi je suis de très près la situation de mon pays. Je suis là pour travailler, encadrer, recadrer, réorienter les choses par rapport à la jeunesse. Lorsque je sens qu'il y a une manipulation politique qui veut prendre les dessus sur la jeunesse, je suis là pour recadrer. À dire vrai, s'il y a eu des réclamations, ça doit faire peut-être une minorité. Donc là, c'est la vision de la Génération Congo Nouveau, oui, votre oui. ASBL. Oui, nous suivons de très près tout ce qui se passe, tout d'anormal qui peut vouloir s'installer dans la société et tout de suite désinstaller, pardon. Donc on n'a pas appris quelque chose qui va dans ce sens-là au point de déranger la situation de la société, je ne pense pas. Vous suivez de près, vous venez de le dire, certainement vous avez également suivi cette information. Le président de la République s'est retrouvé à l'extérieur du pays. Certaines personnes se posent la question de savoir finalement, Félix Tshisekedi ne fait que voyager avec comme prétexte c'est lancer personne, amener des investisseurs en RDC. Malheureusement, on constate qu'il n'y a pas des investisseurs qui sont venus. Ceux qui ont tenté de venir sont répartis et n'ont rien fait jusqu'à ce jour. Écoutez madame, je le dis toujours, beaucoup de gens se sont improvisés politiciens. Au point qu'ils n'ont pas de formation, ils sont venus avec objectif d'accéder simplement au pouvoir et une fois dedans, se battre pour ne plus y quitter. C'est pourquoi vous voyez jusqu'aujourd'hui, ceux qui étaient avec Joseph Kabila, et au point de sceller leurs relations par plusieurs raisons, peut-être qui deviennent même comme familiales, ainsi de suite, qui ne voient plus comment quitter, qui n'ont pas de maîtrise, ils se mettent à raconter n'importe quoi à la télé contre le président de la République. D'autres qui n'avaient pas de maîtrise et qui n'avaient pas tellement de liens pouvant les empêcher de quitter la Kabylie, qui leur ont permis de quitter la Kabylie. Vous avez vu comment ils ont fait les revirements. Aujourd'hui, dans l'Union sacrée, nous avons
des faux accompagnateurs ou des faux membres de l'Union Sacrée. Pourquoi? Parce que au sein de l'Union Sacrée, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors, tous ces gens sont allés pour sécuriser leurs biens, sécuriser leur pouvoir. Il y a des gens qui ne font pas la politique pour la vraie raison de faire la politique. Pour des intérêts personnels. Ils sont là pour des intérêts. Mais vous avez dit tantôt que la GSN est là pour contrôler, dénoncer. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé toutes ces personnes? Nous parlons de ça tous les jours. Tous les jours. Mais si ça ne dérange pas, vous pouvez citer ces personnes que vous Mais il y en a plusieurs. Si vous prenez l'exemple de quelqu'un comme Ngoïka Sanji, moi je n'aime pas citer les individus. J'aime parler des institutions, parler de mon pays. Mais quand je prends le cas de quelqu'un comme Ngoïka Sanji... L'ancien gouverneur du Kasaï oriental. L'ancien gouverneur du Kasaï oriental. Actuellement député national. Oui, les cabinets conseil études juridiques de la GSN est en train de travailler actuellement sur le dossier de Gabriel Mokia contre Ngoïka Sanji. Mais les deux sont membres de l'Union Sacrée. En faisant l'analyse de ces dossiers, nous voyons que M. Kassanji est allé dans l'Union Sacrée pour ses intérêts personnels. Je ne suis pas le seul à le dire. Sa propre fille l'a encore dit. J'ai visionné une vidéo hier sur la toile. Il y a même son adjoint, son ex-adjoint gouverneur. Mais en rapport avec si c'est qu'a dit sa fille, le gouverneur lui-même, l'ancien gouverneur Ngoïka Sanji avait dit que sa fille a un problème avec sa tête. Bon, donc il ne faut pas tenir compte de ce qu'elle raconte. J'ai pas de temps d'entrer dans leur vie privée. Moi, je suis ce que la fille a dit. Elle était cohérente dans ce qu'elle racontait. Hein? J'ai tout simplement suivi ça. La fille a dit que son papa était allé là-bas pour des intérêts personnels et que il compte être candidat président de la République en 2023. C'est ce que j'ai retenu. Oui, selon sa fille. C'est ce que j'ai retenu de la fille. Et puis, son ancien adjoint, gouverneur, vice-gouverneur de la même province, je l'ai suivi sur Télé 50 avec Jean-Marie Kassamba. Il a affirmé qu'Ngoïka Sanji était allé dans l'Union Sacrée pour les intérêts personnels. Alors, vous voyez, des cas comme ça, il y en a légion. Donc, si j'ai pris cet exemple-là, c'est comme vous avez évoqué le dossier, l'affaire Mokia Ngoïka Sanji, selon vos enquêtes, qu'est-ce qui cloche? Qui a raison dans ce dossier? Et c'est quel dossier pour éclairer l'opinion qui est en train de vous suivre maintenant? Tout le monde a acheté. Tout le monde a acheté à un moment donné. Un conflit autour d'une parcelle. Justement, conflit parcellaire. Tout le monde a acheté à un moment donné. Mokia avait acheté en 96. Ngoïka Sanji a acheté en 2013. Mais seulement, le problème est que Ngoïka Sanji ne pouvait pas acheter alors que Mokia était devant la Cour de cassation en appel par rapport à la décision de la Cour d'appel, la décision de 2002. Alors lui avait été se pourvoir en cassation pour que la Cour puisse revoir la décision, la Cour de cassation puisse revoir la décision de la Cour d'appel. Et en 2018, la Cour de cassation a répondu en cassant sans renvoi la décision de la Cour d'appel, la décision 2002. Autrement dit, on leur a retourné au pristine état. Donc, Mokia était à nouveau acheteur, propriétaire de ces biens-là. Donc, la vente publique que la Cour d'appel avait annulée en 2002 était à nouveau effective. Donc, l'acquisition de Mokia était officiellement reconnue. Comme vous savez, lorsque la Cour de cassation casse, c'est fini, il n'y a plus d'appel à faire. Alors par rapport à ça, vous savez que la loi a plusieurs facettes par rapport à cette question. Ngoïka Sanji et tous les autres qui ont acheté alors que les dossiers étaient pendant devant la Cour sont perdants. Donc c'est le principe de droit et ils n'ont rien à faire. Donc en réalité, entre Ngoïka Sanji et Gabriel Mokia, on ne peut pas parler d'un conflit parce que lorsque Mokia était en justice contre l'UZB, l'ancien propriétaire de ces maisons, Ngoïka Sanji n'était pas partie prenante au procès. Donc c'est pas maintenant là qu'ils pourront ces deux-là s'affronter par rapport à ça. Tout ce qui s'est fait sur la télé, la manière dont ils se tirent à boulet rouge, à travers les réseaux sociaux, c'est tout simplement peut-être que
un d'eux, Gabriel Mo, qui a fait donne seulement des réponses pour éviter que Goïta Sangine désoriente la population, les téléspectateurs. Mais en réalité, entre les deux, en tout cas, il n'y a rien qui peut justifier un conflit parcellaire. Voilà, ce n'était qu'une parenthèse, madame, messieurs. Président Richard, Camille Richard Kalele, comprenez-moi. Nous avons suivi aussi à travers les réseaux sociaux une vidéo qui a circulé dans laquelle nous avons vu le président de la République au sortir d'un hôtel où il devait déjà, je ne sais pas, partir ou regagner le pays. Des personnes qui ont débarqué pour dire au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de payer l'argent de l'hôtel. En voyant ces images, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que le président de la République, bien qu'il a déjà passé plus d'une année à la tête de la RDC, n'a toujours pas de bons collaborateurs? Effectivement, quand même un spectacle. Effectivement, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Sous Joseph Kabila, on n'avait jamais vu ça. Certaines personnes disent même que c'est le premier président africain à être livré à ces spectacles. En tout cas, je voudrais ici dire clairement, ça c'est mon rôle en tant que GSN, quand ça ne va pas, nous disons que ça ne va pas. Le chef doit revoir les castings de son entourage. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct qu'on vive des choses comme ça. Donc les collaborateurs doivent bien organiser les choses de manière à empêcher de tels spectacles au chef de l'État. Mais en même temps, je voudrais ici attirer l'attention de nos téléspectateurs, des Congolais en général, pour dire qu'il faut faire attention. Vous savez, il y a beaucoup de gens, des supporters du régime sortant, qui jouent aussi au sabotage, qui peuvent envoyer des gens distiller un message comme ça. Qui jouent au sabotage? Oui. C'est-à-dire quoi? Ils sont dans non, mais ils peuvent. Non, je dis ceci. Okay. Ils peuvent venir comme ça alors que les caméramens étant en train de filmer en direct, ils peuvent venir passer un message pour montrer que non, l'organisation par rapport au sujet du chef de l'État n'était pas correcte. On n'a pas payé les gens. On ne sait jamais. Parce que c'est difficile de vérifier ça. On ne sait pas qui dit vrai, qui dit pas vrai. Il se pourrait que les collaborateurs du chef aient commis des fautes, aient mal géré les choses, au point de pousser les fournisseurs ou les prestataires des services de venir réclamer directement leur dû auprès du président, chose qui n'est pas normale. C'est une faute lourde. Moi, président de la République, avant même de vérifier quoi que ce soit, on suspend d'abord la personne chargée de s'occuper de ça. Ça, c'est une question. Mais en même temps, je disais que les gens, les opposants d'aujourd'hui, font tellement mal les choses qu'ils peuvent utiliser leurs collaborateurs qui sont de l'autre côté, partout où va les chefs de l'État, pour venir passer un message comme ça, afin de donner l'impression que les chefs de l'État ne font pas bien les choses avec ses collaborateurs. C'est aussi possible. Il y a de l'amateurisme et la mauvaise foi qui s'expriment tel que il faut prendre tout ce que vous avez comme information avec réserve. Je vais vous donner un petit exemple pour voir que actuellement les gens utilisent tous les coups. Hein, ils appliquent le principe de tous les coups sont permis pour essayer de combattre les régimes en place. Est-ce que vous trouvez normal que la MOUCA envoie ses militants de l'Europe à la CPI aller d'avance déposer une requête comme quoi... On va en parler. Oui, je prends comme l'exemple. Okay. Donc, une marche de chez nous qui est interdite parce que les gouverneurs estiment que ça va favoriser la contamination. De la COVID-19. Oui, mais eux vont déjà d'avance déposer une plainte contre la République ou le gouverneur, je ne sais pas, ou le régime à la CPI pour dire... Donc de violation de droits. C'est une façon de dire déjà qu'il y aura des morts chez nous les 15. Il y a des jeunes qui vont tomber, qui vont mourir. Ah, c'est les messages que la MOUCA est en train de donner. Oui, mais c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Donc, les jeunes que la MOUCA est en train de sensibiliser actuellement pour aller marcher sont en quelque sorte d'avance sacrifiés. Donc, la MOUCA les prépare à aller se faire abattre.
Et pour ça, on saisit déjà la Cour pénale internationale. Voyez un peu la manière dont la politique s'est faite aujourd'hui avec beaucoup d'amateurisme, beaucoup d'analphabétisme, mais aussi de mauvaise foi. Voyez? Donc il y a trop de confusion, trop d'amalgame dans ce que nous faisons. Et là, on se perd. Tout simplement parce que beaucoup de gens sont venus en politique par improvisation. Ils sont pas politiques. C'est toujours le paisible citoyen qui sont Mais sacrifiés. justement, c'est ça le rôle de la GSN. Nous sensibilisons pour dire n'allez pas dans la rue. Il y a des gens qui utilisent les sangs des Congolais qui tombent là pour se faire la santé politique, pour se faire une renommée politique. Voilà, madame, messieurs, prenons à présent ce premier dossier, un dossier qui revient sur l'enseignement, notamment la réaction du professeur Tony Mwaba, qui est ministre de l'EPST autour de cette affaire Sextaf. Un jour après la décision prise par les directeurs généraux du collège Saint-Georges de Kintambo, interdisant l'inscription des écoliers auteurs de la sextape dans les écoles, sur toute l'étendue du territoire national, le ministre de l'EPST affirme que ses élèves ne sont pas exclus du système éducatif congolais. Lors d'un entretien ce mercredi 8 septembre 2021 avec le ministre des Droits humains, Tony Mwaba explique. Je précise d'ailleurs que c'est une école du réseau catholique. Et ce que les gens n'ont pas compris, et j'ai reçu les éclaircissements du chef d'établissement, avec la foi catholique et les exigences du réseau catholique, les catholiques ne permettront pas que ces élèves soient inscrits dans une autre école catholique sur toute l'étendue du territoire. C'est ça la précision que j'ai eue ce matin. Mais ils ne sont pas exclus du système éducatif. Ils peuvent aller n'importe où. Mais dans les réseaux catholiques, on a dit non. Et de deux, ils ont été définitivement renvoyés, pas seulement de l'école, mais aussi du réseau des écoles catholiques. Ça, c'est leur foi. Mais ailleurs, ils peuvent aller, et les collègues ministres des droits humains, l'EPST a fait son travail et il est limité là, c'est l'exclusion. Les restes, la prise en charge psycho-socio-judiciaire, c'est les droits humains et la justice. Pour le ministre des Droits humains, Albert Pouella, la décision prise par le Collège Saint-Georges est une mesure exemplaire. À l'issue de ce qui s'est passé, le comité de discipline de l'école s'est réuni de manière urgente et ces élèves ont tout simplement été exclus. C'est une mesure exemplaire qui doit servir de leçon à tous les élèves. À noter que les élèves de la 3e et 5e littéraire du Collège Saint-Georges de Kintambo sont au cœur d'un scandale sexuel sur les réseaux sociaux. Un acte qui a occasionné leur exclusion définitive de cette école. Les anciens de l'Institut technique professionnel agricole de Montbéliard sont loin de croiser le bras face au projet de traitement de boues des vidanges. Entendez par là traitement de matière fécale dans leur école. C'est un dossier qui fait vraiment mal au cœur. On voulait utiliser l'école pour le traitement de boues des vidanges. Alors moi je trouve que c'est vraiment décevant de voir des gens en réunion uniquement pour parler d'un projet, je ne sais pas, pour leurs propres intérêts, sans pourtant tenir compte que l'agriculture, ça touche tout un pays. Imaginez aujourd'hui si on n'a pas d'agronomes, comment nous allons manger. Aujourd'hui, on cherche à voir comment baisser le prix produits surgelés. Moi, je trouve que ce n'est pas intéressant. Il faut plutôt valoriser l'agriculture pour qu'on consomme congolais, permettra jamais la pollution de notre terrain. Dans sa démarche, l'AITEPAM a le soutien de la ministre de la formation professionnelle. Je tiens vraiment à remercier son Excellence Madame la ministre Antoinette. C'est vraiment une femme dynamique et de voir comment elle a porté à cœur ces dossiers. Ça date de longtemps qu'on a commencé à parler aux médias. Il n'y avait pas eu de réaction. Et c'est grâce à son Excellence Madame Antoinette qu'aujourd'hui c'était prévu qu'on puisse recevoir même le Premier ministre parce qu'il a entendu tout ce qui se passe ici. À ce jour, la pétition contre ce projet a déjà plus de 500 signatures. C'est vraiment un dossier compliqué. Il paraîtrait un projet qui n'est l'ENDA. Entre parenthèses, il y a beaucoup de gens qui se cachent là. Ce sont des gens qui sont en train de faire, de travailler, sans pourtant tenir compte de la population, sans pourtant tenir compte des objectifs de notre président de la République. Face au président de la République, en tout cas, ils seront dénoncés. Déjà, il y a plus de 500 signatures concernant ces dossiers. C'est pour montrer combien la population est contre ces dossiers. On rappelle vraiment le président de la République, le peuple d'abord. Nous voulons vraiment l'implication du Premier ministre, du
président de la République. Actuellement, dans un état de délabrement très avancé, il est important de réhabiliter l'Institut technique professionnel agricole de Montbélé en lieu et place de vouloir polluer l'école. Cette dernière a déjà doté la République démocratique du Congo, notamment des grands agriculteurs et agronomes. Même à l'œil nu, c'est pas dans une école qu'on peut traiter les matières fécales. D'où l'implication du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans le cadre de sa vision. Le peuple d'abord s'avère indispensable. Camille Richard Kalele, c'est une clôture de l'année scolaire assez catastrophique, pas à cause de la Covid-19, mais à cause des images textables des élèves issus du collège ou de l'école Saint-Georges, bien sûr, à qui aujourd'hui doit-on attribuer cette éducation ratée? On a eu à parler de ça chez nous au niveau de la GISEN. Nous avons longuement échangé avec mes collaborateurs quant à ce. Nous avons même levé les options, notamment d'approcher l'école, parce que l'école est innocente. C'est une école qui est appelée à continuer à scolariser d'autres élèves. Donc c'est pas à cause de ce qui s'est passé que les parents doivent se méfier d'envoyer leurs enfants là-bas. Non. Mais nous pensons également qu'il est nécessaire de prendre langue avec les responsables de cette école pour leur prodiguer quelques conseils donc, qui vont dans le sens de renforcer la surveillance, le contrôle des enfants, ne pas les laisser tout le temps libres en train de faire ce qu'ils veulent dans des petites pièces inachevées de l'école, prendre des dispositions pour éviter des coins isolés. Mais là, c'était au sortir de l'école. Est-ce que l'école doit être derrière les enfants, même lorsqu'ils sont en train de reprendre le chemin de retour? Oui, mais quand vous regardez, vous suivez bien la vidéo, vous voyez que c'est au sein de l'école. C'est dans des pièces isolées de l'école. Okay. Alors, l'école devra prendre des responsabilités pour éviter, justement, de laisser les élèves s'isoler. Alors, ça, c'est une chose. Deuxièmement, nous avons estimé nécessaire d'approcher ces élèves-là. Nous, en tant que GSN, nous allons les aider avec des conseils, nous allons les encadrer. Car comme vous savez, quand l'enfant brûle une maison, on ne peut pas les jeter encore dedans. Donc il faut les encadrer. Et il y a certainement eu des rapages à un certain niveau. Parce que si ce n'est pas la maison, on ne doit pas trop condamner la maison. Mais il y a aussi des cas où, au niveau de la famille, il n'y a pas vraiment quelqu'un pour s'occuper de l'enfant. L'enfant peut être exposé. Maman est au travail, l'enfant à la disposition de la bonne. Voilà, ça c'est une chose. Mais il y a aussi la rue qui fait un très mauvais travail sur les enfants. Il y a et la nouvelle technologie. Oui, vous voyez tout ça là, les téléphones et tout ça. Alors il faut encadrer ces enfants-là, il faut les aider à comprendre qu'ils sont carrément sur le chemin qui va les conduire vers l'échec de leur vie. Il faut les aider, c'est maintenant qu'il faut les aider à revenir sur la voie de la raison. Et pour ça, il faut leur parler, il faut longuement discuter avec eux. Vous savez qu'ils se sont exposés en laissant voir même leur visage. Alors, il faut les aider, parce que les laisser comme ça, c'est prédire déjà l'échec pour leur vie. Alors, comment avez-vous apprécié le traitement de ce dossier par le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba? La première sortie médiatique du président, du ministre n'était pas appropriée, parce qu'on ne peut pas, comme j'ai dit ici, laisser les enfants se brûler dans la maison parce qu'ils sont auteurs de cet incendie. Ça ne pouvait pas se faire de cette façon-là, mais j'ai plutôt apprécié la seconde où il s'est affiché avec son collègue des droits humains. On peut faire partir ces élèves de cette école. Déjà, pour commencer, il y a trop de confusion. On ne sait pas s'ils sont finalistes ou s'ils sont encore dans des classes montantes. On parle de 3e et 5e. Voilà, 5e, je suis entièrement d'accord qu'on les fasse partir de cette école, mais pas du système éducatif congolais. Donc, ils ont droit de continuer, de poursuivre avec leur scolarisation dans d'autres formations éducatives. Et la seconde sortie médiatique, comme je disais, ça j'avais apprécié. Rétropédalage.
Oui, c'est normal parce que il faut toujours tenir compte des droits des autres aussi. On ne peut pas priver à un enfant le droit d'aller vers l'éducation. Aujourd'hui, plus d'un Congolais estime que le comportement des enfants en milieu scolaire, à l'ère de la nouvelle technologie aujourd'hui, laisse à désirer. Que faut-il faire aujourd'hui pour assurer une bonne éducation à nos enfants? Écoutez, les téléphones, l'accès à l'Internet n'est pas seulement ici chez nous au Congo, en Afrique, en RDC. Dans d'autres pays où les jeunes se comportent en responsables, comme par exemple dans des pays occidentaux, déjà à 18 ans, la maman, les papas ont horreur de continuer à être derrière leur enfant. Donc, à l'aube de ces 18 ans, c'est ce que je dis, à l'aube de ces 18 ans, on se sent déjà face à un responsable. Donc on laisse l'enfant face à ses responsabilités. Et ces enfants se comportent bien, vous le voyez bien faire les choses, se sentir responsable, ainsi de suite. Et même chez nous, ici au pays, il y a des enfants, des jeunes, qui ont accès à tout ce que vous dites là, à l'Internet et tout, mais ils se comportent correctement. Moi, je pense que c'est facultatif, ça dépend de chaque famille, ça dépend de chaque enfant, ainsi de suite. Mais il est important pour les ministres de voir un peu avec tous les corps enseignants, voir comment on peut revenir sur quelques notions de morale qui doivent interpeller nos élèves, qui doivent montrer aux jeunes les risques qu'ils prennent en empruntant le chemin de se mettre à être pratiquants déjà alors qu'ils sont encore à l'école de tout ce qu'ils voient sur la toile. C'est important de revenir sur la notion de morale au niveau des écoles et même des universités. C'est important parce que nous avons une dose de la mauvaise éducation, une dose de la perdition qui est arrivée avec l'Internet. Alors il faut proposer l'antidote qui va lutter pour que nos enfants ne soient pas exposés, pour que nos enfants ne soient pas facilement influencés à aller chercher à pratiquer cela. Donc c'est important d'aller sur des grandes réformes, déjà maintenant là, liées à la moralisation. Est-ce que la GCN est d'accord avec ces personnes qui disent que la plupart des parents aujourd'hui sont démissionnaires? Oui, à cause de la misère, à cause de la souffrance, de la pauvreté que nous vivons en Afrique. Donc c'est l'État congolais qui contribue à ces situations. Je parle déjà même du monde. La crise est mondiale. Avec l'arrivée des Covid, vous savez que l'économie mondiale a reculé. On a vu comment les tissus économiques mondiaux, à cause des Covid, comment aujourd'hui les entreprises ont fermé. Et ici chez nous, nous avons des plaintes tous les jours, des gens qui viennent poser des problèmes, comment ils ont été remerciés abusivement à cause de tout ce que la crise sanitaire a apporté. Alors, beaucoup de parents se voient aujourd'hui sans emploi, sans activité, sans rien. Alors, il y en a qui laissent les enfants faire. Ils disent non, si tu peux te débrouiller. Il ne dit pas clairement ce qu'il veut que l'enfant fasse. Il veut donner l'impression qu'il demande à son enfant d'aller faire les cirages, vendre les arachides, des filles aller faire des petits commerces. Mais en réalité, l'enfant qui n'est pas prêt à faire n'importe quoi ou à faire un travail qu'il estime peut-être ne pas être de son rang, alors il va choisir ce qui va lui convenir. Et avec ça, nous connaissons les conséquences. Mais les commerces des enfants sont interdits en RDC. Justement, on le voit en les train de parents, faire ça. à cause de la souffrance, les parents se voient face à ce que je dirais même, ils sont carrément démissionnaires, si je peux emprunter vos mots. L'État doit devoir faire quelque chose, prendre ses responsabilités et aider justement tous ces parents-là à reprendre de l'emploi, au lieu de laisser les expatriés venir faire ce que bon les semble dans les secteurs de l'emploi. Nous le voyons aujourd'hui, c'est aussi des dossiers que nous avons sur nos tables. Nous voyons comment
les expatriés viennent faire même les plantons dans notre propre pays. Vous n'avez pas seulement les directeurs expatriés, mais vous allez loin, les chefs du personnel, il est expatrié, et les responsables pour ce qui est des supermarchés, vous trouvez même celui qui est chargé de fouiller les Congolais les soirs quand ils ont fini de vendre. C'est un expatrié, et finalement les Congolais n'ont rien à voir, n'ont rien à faire dans vous touchez à un point si capital. Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour dénoncer le traitement dont subit les Congolais qui travaillent chez les expatriés. Ils sont pas très bien traités par ces personnes. Est-ce que la GSN s'est déjà saisie de ce dossier en tant que sentinelle de la RDC, comme vous aimez très bien le dire que vous êtes sentinelle? Oui. Nous sommes en train de travailler sur cela, et nous avons déjà eu à saisir Madame le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, pour, je sais qu'elle est au courant de ça, mais nous n'avons fait que rappeler, parce que ce que les Congolais subissent au niveau des entreprises, c'est vraiment inacceptable. C'est vraiment inacceptable. C'est pas seulement à Kinshasa, mais même à l'intérieur du pays. On a vu plusieurs fois sur la toile des Congolais se battre avec des Chinois. Pourquoi? Parce que les Chinois qui, pour avoir fait longtemps chez nous, et on n'a jamais refusé de rester avec des expatriés chez nous. D'ailleurs, nous, en tant que GSN, nous encourageons les expatriés qui œuvrent pour favoriser le développement de la RDC, mais seulement on ne peut pas accepter que les Congolais soient torturés, soient malmenés, marginalisés dans leur propre pays. Alors, il faut que Madame le ministre puisse clarifier les choses conformément à la loi, qu'il y ait quand même une définition des choses sur les occupations des postes. On ne peut pas laisser aux expatriés, parce qu'ils sont bien sûr investisseurs, et occuper tous les postes, même le plus petit. Non, il faut qu'il y ait quand même une limite. On peut aller sur le principe des quotas. Bon, vous venez investir chez nous, vous êtes sur nos minéraux, et vous avez autant de postes. Il faut autant de postes, alors prenez autant, laissez autant aux Congolais aussi. Parce que nous sommes chez nous. Tous les jours, nous avons les appels de nos frères qui sont nos membres de la GSN, qui sont vers Kolwezi là-bas, qui nous disent: mais président, nous voyons tous les jours ici les camions sortir avec nos minéraux, mais là-dedans, il n'y a aucun Congolais, il n'y a que des Chinois, il n'y a que des expatriés. Alors, dites-moi, avec ça, les Congolais qui est chez lui, mais on les traite comme s'il était à l'extérieur. Nous voyons déjà comment beaucoup de Congolais se font torturer à l'étranger, comment ils sont malmenés, alors nous, chez nous, nous avons aussi des expatriés de ces nations-là chez nous. Et qui sont bien traités. Nous les respectons, nous les mettons à l'aise, ils sont là, ils font la loi. Mais pourquoi chez nous, ça doit être de la même façon que quand on est à l'extérieur? Alors il y a un problème. Vous avez suivi ce dossier avec l'Institut agricole de Montbéliard. Comment est-ce que vous, la GSN, même si j'estime que vous n'êtes pas encore saisi de ce dossier, mais comment expliquer qu'on puisse envisager mettre une usine de traitement de matières fécales dans une école, dans l'enceinte de l'école? C'est quelque chose qu'on ne va jamais accepter. Nous allons d'abord, parce que nous, avant de nous lancer dans un combat, nous cherchons à bien comprendre les contours du dossier, chercher à savoir ce qui en est. Parce qu'il y a des fois aussi des faux bruits, il y a aussi des fois des fausses alertes. Il ne faut pas toujours être émotionnel à prendre des décisions hâtives. Nous allons chercher à approcher ces gens qui se plaignent, ces compatriotes qui se plaignent, pour en savoir un peu plus. Et une fois bien informés, nous pensons que nous serons parmi les gens qui vont s'élever pour dire non à cette initiative. Pourquoi? Parce que déjà, il ne faut pas changer l'objectif pour lequel cette école a été créée. Au lieu de changer les objectifs, mieux vaut les renforcer. Alors qu'elle se trouve dans un état de délabrement très avancé. Oui, ça pose problème. Je crois que c'est sous tutelle ça doit être sous tutelle des ministres de la formation professionnelle. Voilà. Alors, au lieu de chercher à déformer la mission de cette école, mieux vaut
chercher d'ailleurs des investisseurs. Si on estime que notre gouvernement n'est pas en mesure de donner du tonus pour le fonctionnement de cette école, alors trouvons des partenaires avec qui on peut aller sur des partenariats publics-privés pourvu de faire renaître les activités de cette école. Parce qu'on se souvient, on a eu à avoir beaucoup d'ingénieurs agronomes dans cette école-là. Pourquoi aujourd'hui ça doit être abandonné? C'est pas normal. Et deuxièmement, pourquoi nous allons dire non à ces projets-là? Parce que, comme vous savez, partout où on fait la transformation de quelque chose, c'est une opération chimique qui s'effectue. Alors, on ne peut pas transformer chimiquement des choses dans les alentours des habitations des gens. Il y a beaucoup de Congolais qui vivent autour de cette école. Alors, faire des transformations, qu'est-ce que ces Congolais seront en train de respirer matin, midi et soir pendant que ces transformations seront en train de se faire? Alors ça, on ne peut pas accepter. S'ils ont des projets, ils n'ont qu'à prendre la direction des Maluku, Nsele, vers là. Il y a des coins où il n'y a quasiment pas de gens, où c'est approprié pour ce genre d'opération. Qu'on laisse l'école agricole tranquille. Et déjà dès demain, nous allons approcher cette école-là pour chercher à en savoir un peu plus sur ce qu'il y en est. Voilà, madame, messieurs, prenons à présent le deuxième dossier et on se retrouve juste après pour décortiquer cette actualité. Il faut retenir d'abord que la situation économique reste globalement stable, avec une bonne évolution des recettes et une bonne maîtrise des dépenses. Il faut également noter que le pacte de stabilité est bien respecté, donc la situation est sous contrôle. Il faut également signaler que le comité sous le leadership du Premier ministre s'est penché précisément sur la question des surgelés. Sur cette question, le Premier ministre a donné les instructions pour que toutes les dispositions soient prises afin que d'ici 4 à 6 semaines, le marché soit inondé de manière à permettre effectivement la baisse des prix comme il a été convenu. À cet effet, le ministre de l'économie a été instruit de prendre des dispositions de manière à permettre également l'accès aux importateurs nationaux, à ouvrir le marché aux importateurs, de manière à ce que les prix soient abordables d'ici la fin de l'année. Nous avons également parlé de la finalisation du dossier des 145 territoires, où le ministre des Finances a été instruit de disponibiliser les fonds auprès des opérateurs qui doivent commencer les travaux d'abord dans le Kwango et le Congo central, et avant d'être généralisés dans les jours à venir sur le reste du territoire. Il a été également fait état de la question de la fraude minière. Le Premier ministre a promis que le vice-ministre des Mines va rencontrer incessamment aujourd'hui les 2 gouverneurs militaires de manière à prendre des dispositions pour mettre fin à la fraude dans ces régions. Les réserves nationales sont restées stables, mais je crois que dans les jours à venir, on a un apport qui doit venir de manière à ce que ces réserves vont pouvoir augmenter. Le ministre des Finances pourra vous en donner de plus amples précisions. Les collectifs de syndicats de médecins publics de l'État émettent des doutes sur la bonne foi et la volonté réelle du banc gouvernemental de tenir les engagements pris dans le cadre de l'accord du 3 août 2021. C'est ainsi que réunis au sein du Sinamed ASBL et Simeco, ces médecins se réservent le droit de lever la suspension de la grève si la situation n'est pas urgemment redressée. Après analyse, débat et délibération, il ressort à ces jours qu'aucun engagement n'a été tenu tant sur le plan administratif que sur le plan pécuniaire. Au regard des graves conséquences que cela porte sur les capitales confiance que les membres syndicats des médecins a accordé au banc gouvernemental, le Sinamed ASBEL et le Simeco se réservent le droit de lever la suspension de la grève si la situation n'est pas urgemment redressée, la tenue effective des engagements librement pris étant la seule attente actuelle des médecins des services publics. Les bons syndicats de médecins de services publics de l'État a également noté la non-fonctionnalité de la commission interministérielle chargée du suivi de l'accord. Le banc gouvernemental n'a pas rendu fonctionnel la commission interministérielle créée et chargée non seulement
de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime de risque des médecins, mais aussi du suivi de tous les engagements pris dans le cadre de l'accord du 3 août 2021. Ces médecins des services publics de l'État ont à ce sujet entrepris plusieurs initiatives à l'endroit du gouvernement, mais sans succès. Août 2021 et la troisième correspondance date 1er septembre 2021. Donc, vous constatez vous-même qu'en un mois, nous avons adressé 3 correspondances, on dirait même à raison d'une correspondance tous les 10 jours. Pour rappel, cet accord du 3 août 2021 avait été difficilement trouvé entre les bancs gouvernementaux et les bancs syndicales à l'issue des négociations entreprises à la suite de la dernière grève observée du 11 juillet au 4 août 2021. Vous le savez, la gratuité de l'enseignement de base reste un pilier majeur du quinquennat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec ses multiples, il y a déjà président des multiples revendications à la veille, à quelques jours de la rentrée scolaire année 2021-2022, il y a la Confédération démocratique du travail à travers ses membres affiliés et pestés, et qui a haussé le ton pour demander au gouvernement de prendre en charge les nouvelles unités. Hier, on parlait du ministre de l'EPST qui venait de la coalition FCC Cash qui bloquerait les choses, mais à ce jour, qui bloque encore les choses? Bon, il faut le dire, hein, il faut le dire clairement. Les Warriors commencent à montrer leurs limites. À ce jour, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Nous sentons clairement que dans les chefs de beaucoup de ministres, il se pose un problème d'expérience. L'expérience, le manque d'expérience empêche beaucoup de ministres de bien faire les choses. Le ministre Tony Mwaba, moi personnellement, j'apprécie son approche de travail. J'apprécie la rigueur, la dextérité avec laquelle il fait le travail. Mais malgré ça, il se pose encore beaucoup de problèmes. Oui, il faut reconnaître quand même aussi que la gratuité de l'enseignement, c'est quelque chose qui n'était pas budgétisé. On peut beau dire que c'est constitutionnel et tout ça, mais notre pays est grand, mais n'a pas assez de moyens. Est-ce qu'on peut dire que l'actuel régime a fait des choses dans la précipitation? Oui, ça il faut le dire. Ça il faut le dire. Moi, à la place du président Tshisekedi, j'allais d'abord commencer mon mandat. La première année n'allait pas être celle de la gratuité. Il pouvait d'abord aller avec les systèmes qu'il y avait avant. Après 2-3 ans, et il vient sur la gratuité. Ça n'allait pas être un péché. On n'était pas habitué déjà à la gratuité et on n'espérait pas à ça. Vous savez, quelqu'un qui a beaucoup souffert, il développe une certaine résistance qu'on peut appeler la résilience pour faire face à des difficultés. Donc certaines difficultés pour nous nous ont immunisés. Donc on pouvait d'abord aller avec ces systèmes-là. Moi je pense qu'il pouvait s'attaquer, au lieu d'ouvrir beaucoup de fronts à la fois, il pouvait d'abord aller avec la question sécuritaire et aussi booster la justice telle qu'il a fait. Ça, de ce côté-là, vous voyez que ça produit des fruits. Aujourd'hui, tout le monde a peur. C'est dans la GSN, hein, mais c'est dans certainement la FCC. Madame, on pense que c'est une justice à double vitesse. Non. Moi, je vous parle des choses vraies, vérifiables, des choses réelles. La Mouka FCC, c'est normal. Ils ont des raisons qui justifient leur prise de position. La Mouka, c'est parce que, d'après la Mouka, c'est Fayulu qui était élu président. Alors pour ça, ils ont décidé de vivre avec une certaine animosité vis-à-vis de la personne de Félix Tshisekedi. Et cette animosité ne leur permet pas d'apporter ce qu'ils peuvent avoir comme bonnes idées, hein, venir converger les efforts avec Félix Tshisekedi pour l'avancement du pays. Alors là, ça ne va pas. Ça, ce n'est pas aimer le peuple, c'est pas être au côté de la population. Ils sont en train de dire qu'ils font des actions pour le peuple, non? Non. Non, c'est en contradiction. Hein, non, Madame Noëlla, je ne peux pas prétendre aimer le peuple quand je tiens mordicus à être moi-même aux commandes. Non.
Je peux aimer le peuple en apportant des idées que j'ai. J'accepte de me faire petit. Être aux côtés du président, je dis, en tout cas, pour moi, c'est moi qui ai été élu président. Mais puisque la CENI n'a pas dit ça en tant que légaliste, la Cour constitutionnelle a confirmé, je me plie. Alors je prends mes bonnes idées là, je viens les mettre à la disposition de Félix Tshisekedi. Fayoulou allait devenir grand dans ce pays. Il allait devenir un symbole plus que même Mandela en Afrique du Sud. Mais le fait d'avoir refusé, rejeté les résultats et de la CENI et la main qui lui a été tendue. Et la main qui lui a été tendue, merci madame pour cet élément, Fayoulou a montré clairement, au vu de la communauté internationale et nationale, qu'il roule pour les intérêts personnels. Alors que si on veut, si on aime le peuple, on doit se sacrifier. Donc, pour ça, la lutte de la Mouka a perdu son sens. Ça, c'est vraiment quelque chose à dire, et je l'ai dit sans complaisance. La Mouka, elle, Mouzito Fayoulou. Je parle de la Mouka tandem Fayoulou-Mouzito. Je parle de ces la Mouka là. L'FCC, c'est normal. Alors qu'il pensait voir Joseph Kabila vieillir au pouvoir. Vieillir? Oui. Il disait tout quoi, pas Milele na Milele. Il disait ça. Il s'imaginait pas un jour être en dehors du pouvoir. Avec tout ce qu'il faisait, l'impunité pendant 18 ans, ça les a poussés à commettre beaucoup de fautes, à commettre beaucoup d'infractions. Alors aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur et pour ça, ils ne peuvent pas être contents de la politique de Félix Tshisekedi. C'est pourquoi ces deux familles politiques-là ne peuvent pas, tout ce qu'ils disent, nous sentons tout de suite la haine, l'animosité vis-à-vis de Félix Tshisekedi. Donc, ils ne sont pas modèles. En principe, pour un Congolais qui réfléchit, qui aime son pays, qui n'agit pas selon les couleurs politiques, on sait comprendre que ces deux familles politiques n'ont rien de bon à apprendre. Ils ne font rien pour la population. Alors, j'ai donné même l'exemple de la marche du 15, qui est interdite, qui est refusée, mais ils sont allés saisir la CPI. Or, en Afrique, nous avons une conception de la CPI. Quand on parle de la CPI, on voit les massacres. On va en parler, Président. Revenons d'abord à cette question relative à l'enseignement. Vous avez vous-même dénoncé le fait que le président de la République a ouvert plusieurs fronts au même moment. Et aujourd'hui, qu'il y a déjà des problèmes qui se posent en ce qui concerne l'enseignement en République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous proposez? Si il vous était demandé de conseiller le président de la République avec toutes ces revendications, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il est déjà fort avancé avec la question gratuité. On ne sait plus faire marche en arrière. Même sans tenir de la qualité. Avec les politiques, avec les partenaires, on peut toujours dire, écoutez, il y a ceci, mais face au peuple, une fois que vous offrez déjà la gratuité, vous ne pouvez plus faire marche en arrière. Tout ce que je peux demander au chef de l'État, c'est de revoir. Je vois que le gouvernement est en train de s'activer à finaliser la question budget 2022. En tout cas, que le gouvernement essaie de serrer la ceinture. Maintenant, avec la dissuasion de l'IGF, on sent que le Trésor est en train de se remplir de beaucoup de moyens financiers. Alors, si on peut vraiment orienter vers l'enseignement, assez de moyens, afin de prendre correctement en charge les enseignants, pour leur permettre de bien faire leur travail. C'est vraiment quelque chose d'important. Moi, je pense que d'autres chantiers liés, tout est important, mais on peut catégoriser les secteurs afin de permettre à notre enseignement de prendre une place de choix, donc d'être placé en priorité, car l'élite de demain, les dirigeants de demain sortiront dépendent de la qualité de l'enseignement qu'on dispense aujourd'hui. Alors c'est important de catégoriser les priorités, ça c'est de 1. Mais en même temps, j'ai vu aussi une question liée aux médecins. C'est aussi important de tenir compte de cela. Cette maladie, ces cris-là, il n'y a pas que les médecins, il y a les infirmiers. Eux, vraiment, ils dénoncent l'indifférence de l'État face à leurs revendications. Les infirmiers sont également en grève depuis un temps, mais on n'en parle presque pas. Oui, c'est ce que je dis.
Avec ça, j'ai dit tout à l'heure ici que les Warriors étaient en train de tout faire sauf faire les Warriors. Parce que lorsqu'on les a nommés, on avait vraiment rêvé voir un gouvernement des hommes forts. Et là, je me dis, bon, heureusement qu'il y a là-dedans, il y a de la Mouka, il y a FCC, il y a du tout. Donc on ne voit pas... C'est le mélange de tout. Oui, mais c'est le mélange de tout. Il y a les gens de la Mouka qui sont là, non? Les ministres d'État, comment il s'appelle? Christian Mwando. Ouais. Il est de la Mouka, non? Chéribin Okende. Oui, Chéribin Okende, ils sont là. Donc avec ça, ça permet à tout le monde de voir, à nous tous, de voir que les politiciens, lorsqu'ils se tirent à boulet rouge, c'est généralement pour des intérêts personnels. C'est pas pour le peuple, c'est pas pour la population. Il faut que les chefs de l'État prennent le temps de regarder. Ce que je dis là, c'est très important. Actuellement, avec l'opération de l'IGF, il y a une bonne dissuasion qui empêche les gens qui étaient habitués à détourner les deniers publics de les faire. Alors, cette opération-là permet au Trésor public d'avoir assez de moyens. Alors, au lieu de laisser ces moyens-là arriver et commencer à improviser les dépenses, c'est important de les affecter vers ces secteurs-là. Ce sont des secteurs vitaux de notre pays. L'enseignement, la santé, la sécurité, la justice, ce sont des secteurs à ne pas négliger. Car lorsque les prestataires de ces secteurs sont bien rémunérés, le pays va se voir être développé. Parce que on ne peut pas demander à un magistrat de bien faire son travail dès lors qu'il n'est pas bien payé. Il va chercher à se payer autrement. On ne peut pas demander, quoique je n'encourage pas ça, on ne peut pas demander à un médecin de bien faire son travail dès lors qu'il n'est pas bien payé. Il va chercher à faire la pratique. On nous apprend vers certaines formations médicales comment les gens font. Donc au lieu d'envoyer les médecins, les malades aller acheter les médicaments vers la pharmacie, ils ont eux-mêmes dans leur sac là des médicaments qu'ils vendent. Oh non, ça c'est une spécialité, il faut seulement ça. Alors quand vous achetez une fois dans la pharmacie, vous comparez les prix, on vous a vendu ça 2-3 fois plus cher. Si vous osez acheter en dehors de leur pharmacie portable, alors là on va négliger, voyez. Alors ça pose problème, ça pose problème. Alors c'est important pour les chefs de l'État, au besoin d'aller en séminaire. Il y a eu séminaire dernièrement concernant la performance, mais moi je pense qu'il faut qu'ils séparent les choses clairement, qu'on puisse prendre les secteurs. Je dis, tous les secteurs sont importants pour la vie de la nation. Mais il y a des secteurs qu'on ne peut pas négliger. C'est pourquoi j'insiste sur cette question-là de catégoriser pour permettre au gouvernement d'être à même de bien gérer les choses et éviter des réclamations comme ça. Parce qu'avec ça, en tout cas, ça fait baisser leur cote. Camille Richard Kalele, vous avez parmi les secteurs catégorisés, noté également la santé. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait du travail que réalise l'actuel ministre de la Santé? Parce que nous avons vu l'ancien ministre qui est en train de pourrir en prison. Est-ce que vous êtes satisfait de son travail? Bon, concernant la gestion Covid, oui, je dirais que je suis satisfait parce que je vois qu'il communique régulièrement sur ce qui en est et apparemment ce qu'il dit, c'est ce qui se fait réellement. Quand il a dit qu'il y a eu la courbe avait sensiblement baissé, on a levé les mesures et nous voyons apparemment que ça va. De ce côté-là, donc gestion Covid, ça va. Bon, quand je parle de gestion Covid, je dis par rapport à la communication, par rapport parce qu'à l'époque c'était on vous dit qu'il y a que la courbe a baissé, mais entre-temps, vous voyez qu'on ne lève pas les mesures, et vous voyez les gens être plus dans des centres de mouvement, et c'est compliqué, je me réserve de dire certaines choses. Donc c'était plus les appels des fonds, et vous voyez réception ici, réception là-bas, et bon, aujourd'hui avec les rapports de l'IGF, on va voir ce que ça va donner. Bref, celui-ci, je ne le vois pas trop être dans les histoires des réceptions des dons, de ceci. Apparemment, c'est bon. Hein, il m'a l'air bien même de ce si côté-là. les blouses blanches ne cessent de crier, ne cessent de dénoncer qu'ils ne... Oui, de ce côté-là, il se pose un problème. C'est pourquoi j'ai dit
que c'est important, si ce n'est même pas les chefs de l'État, aussi au Premier ministre, de voir avec ses ministres sectoriels comment régler cette question. Comment régler cette question? On nous vante ici comment les régies financières ont réalisé au-delà des assignations. Alors, ces trop pleins-là servent à quoi? Ça doit servir justement à régler des problèmes comme ça. On ne peut pas laisser, pour bien réaliser les choses, madame, c'est important de se mettre déjà d'accord sur ce qu'il faut. Vous étudiez la chose et les plaignants viennent avec la thèse, les gouvernements sortent l'antithèse par ces experts, vous tombez sur une synthèse. Et une fois que la synthèse est connue, vous attendez maintenant les moyens. Dès que les moyens tombent, vous commencez à régler ces problèmes-là au cas par cas. C'est important de les faire. Une dernière question avant de prendre un autre dossier, c'est cette affaire avec le prix des surgelés. Toujours ce bras de fer entre l'État congolais et les importateurs de ces produits. Aujourd'hui, que peut-on retenir de ce dossier, Camille Richard Kaleli? Le ministre de l'économie nationale n'est pas à sa place. Ce n'est pas l'homme qu'il faut à cette place-là. Comment ça? Je préfère encore l'équipe des gens qui étaient là avant, les Acacia et son adjoint là. Je les voyais être dynamiques. Ils étaient très souvent en réunion avec les opérateurs économiques. Et même si... Et lui également, il est en réunion avec ces opérateurs économiques. Non. Avec lui, déjà, vous savez, au départ, les chefs d'État nous avaient appris que les opérateurs économiques ne voulaient pas venir vers lui. Et c'est comme ça qu'ils avaient pris la décision de baisser les prix. Non, mais ça se fait avec beaucoup d'amateurisme. Comment vous pouvez déjà vous décider sur la réduction, sur les rabais des prix, sans avoir pris langue au préalable avec les gens qui œuvrent dans ce secteur? Et là, on nous dit maintenant qu'il faut attendre la concrétisation d'ici la fin de l'année. La question que je me pose tous les jours, pourquoi le gouvernement ne se donne pas la peine, lui-même, de prendre des navires, de remplir des navires, des surgelés, les importer de là où ça vient pour les pays? Parce que on dit ici tous les jours qu'on a d'IPN, on a ceci, on a cela. Oui, c'est bien, il y en a. Je souhaite à ce qu'on puisse booster les activités de là pour que les Congolais consomment. Mais en même temps, on doit aussi signaler qu'il y a des Congolais qui ne supportent pas ça. Moi, par exemple, moi personnellement, tout ce qu'on fait ici, là, ça ne m'intéresse pas. On est déjà habitué à ce qui vient de l'autre côté. On ne sait pas ce qu'on met dedans. Mais lorsque vous consommez, vous sentez que les goûts sont vraiment différents. Donc, on a tendance à supporter ce qui vient de l'extérieur. Bon, si c'est vraiment mauvais, on va changer avec les temps. Mais ce qui est vrai que le gouvernement ne peut pas venir s'imposer sur les importateurs. On a l'impression que le gouvernement se lamente. Le gouvernement ne peut pas se lamenter. Le gouvernement doit être responsable. Le gouvernement doit agir. On ne peut pas venir imposer les prix à quelqu'un qui a acheté ces histoires, qui est venu pour les vendre. Ça ne se fait pas. Ça devient de la dictature. C'est pas normal. On a l'impression que c'est ce que les Warriors essaient de faire. Oui, mais c'est pas normal. Ça ne passe pas justement. Vous voyez, depuis qu'on parle de ça, ça va faire 3 mois qu'on parle de ça, mais rien ne change sur le terrain. Et là, c'est pas bien. Ça joue contre les chefs de l'État. Maintenant, à ce stade, qu'est-ce que le gouvernement Sama Lukonde doit faire? Ce que le gouvernement Sama Lukonde doit faire, 2 choses. Soit le gouvernement doit s'assumer en faisant venir de l'extérieur ces surgelés, les importer ici en quantité industrielle, parce que nous sommes en train d'avancer lentement mais sûrement vers la période festive. Pendant cette période, vous savez comment ça se consomme. Alors, le gouvernement doit assurer cette arrivée-là, qu'il n'y ait pas rupture, qu'on en ait en quantité industrielle, de manière à permettre aux Congolais d'acheter au prix voulu par le gouvernement. Ça, c'est une première des choses, quoique ça a des conséquences quelque part. Bon, la deuxième chose à faire, c'est de pouvoir prendre langue avec les opérateurs économiques de manière sincère, sans vouloir s'imposer par rapport à quoi que ce soit. Il faut prendre langue, parce que ces gens-là ne fixent pas ces prix-là par folie, par plaisir de les faire. Ils tiennent compte de tout ce qu'ils payent comme taxes, impôts, ainsi de suite. Alors, que le gouvernement essaye de voir qu'est-ce qu'on peut lever comme taxes, qu'est-ce qu'il faut réduire, qu'est-ce que, de manière à tomber au bon prix. Si ils font ces choses-là, déjà fait. madame,
qu'est-ce qui nous prouve que ça a été fait? Parce que ce n'est pas un secret. On le fait pour l'intérêt de la population. Pourquoi on ne médiatise pas ça? Pourquoi on ne parle pas de ça clairement? Voir le ministre être entouré des gens. D'abord, qu'est-ce qui nous prouve que ce sont des opérateurs économiques? Rien du tout. Parce que le ministre peut prendre ses collaborateurs, les membres de son parti, ils viennent, ils se mettent en veste. Hein? D'ailleurs, ici à Kinshasa, on appelle des vestes des cache-misère. Vous mettez les gens autour de vous, vous tenez une réunion, après là-bas on sort et tout ça là. Parce que même quelqu'un qui a ses petites affaires, son petit business, c'est aussi un opérateur économique. On peut l'inviter, là on dit, bon, pour ne pas tromper la population, mettez-vous là. Mais en réalité, ils ne sont pas peut-être des opérateurs économiques, ces secteurs-là. Alors, ce que je demande, c'est quoi, madame? Qui se parle franchement. Parce que l'avenir, la vie des Congolais en dépend. Les Congolais n'ont pas de moyens. On ne gagne pas assez pour payer cher. Si on peut réduire au prix déjà proposé, le petit Congolais, le petit peuple, veut déjà voir son carton de poulet à 10 $. Alors, quand ça ne vient pas, c'est jouer contre Fachi. Ils sont en train de faire des choses pensant mieux faire pour le chef de l'État, mais en même temps, ils diminuent, ils réduisent l'accord du chef de l'État au niveau du petit peuple. Le petit peuple n'a pas souvent besoin de tous ces débats politiques, les combats entre politiciens. Lui, c'est justement ça là. Alors, puisqu'ils avaient déjà annoncé ça, qu'ils fassent des sacrifices. S'il faut même supprimer certaines taxes, qu'ils les fassent. Alors, l'opérateur économique qui va s'entêter à ne pas obéir, on les dénonce. Voilà. Merci beaucoup, Camille Richard Kalele. Madame, Messieurs, la marche de la Mouka, prévue pour le 15 septembre prochain, a été interdite. Retrouvez dans ce dossier la réaction d'un membre de cette coalition. M. Ngobila avait déjà pris acte. Nous avions saisi l'hôtel de ville conformément à l'article 26 de la Constitution. Depuis le 2 septembre, Ngobila a fait plus de 7 jours pour répondre. Vous connaissez ce que la loi dit. Quand vous dépassez les délais légaux, la prise de date est automatique. Donc, l'acte vous avez pris acte, la marche populaire et pacifique de la coalition Lamouka avec les ONG des droits de l'homme et autres pour la dépolitisation de la CENI et un consensus rapide entre les partis prenants est bel et bien confirmé. Nous avions, pour votre information, saisi la Cour pénale internationale. Les différentes fédérations de la Mouka Europe étaient hier en Hollande, à La Haye, où ils ont déposé un mémorandum au bureau du procureur de la PCI pour l'inviter à surveiller de près la marche de la Mouka et à documenter tout éventuel dérapage de la part de la police de M. Chilombo. Par ailleurs, nous avions reçu des informations sûres que c'est suite à l'instruction de M. Félix en personne, suite à son ordre direct, que M. Ngobila a décidé d'empêcher notre marche en violant la Constitution. Contrairement à ce qui se raconte, le sénateur Augustin Matata Pogno n'a jamais été notifié par la Cour constitutionnelle concernant les dossiers Boukangalonzo, affirmation de son avocat. Que non, l'affaire n'est pas fixée. Il dit non, je vous informe parce que j'ai des informations de la boîte. En ce moment où je vous parle, on est en train d'effectuer la cotation des pièces. Moi, je lui ai dit, en tant qu'avocat, les pièces, on cote et on les paraphe avant d'envoyer en fixation. Maître Frédéric Chingej, signé persiste que son client ne peut pas répondre devant la Cour constitutionnelle car cette dernière n'étant pas son juge naturel, a-t-il déclaré. Perte la procédure, c'est-à-dire quand vous êtes condamné, celui qui doit exécuter la peine n'agit pas selon son bon vouloir. Il respecte ce que les textes disent. Le procureur général, après la Cour constitutionnelle, n'a pas qualité de poursuivre le sénateur Matata Pogno. Il a dans sa gibecière 2 personnalités seulement, ainsi que leurs complices ou co-auteurs.
Il n'y a que le président de la République et les premiers ministres. Sans peur d'être contredit et devant la presse, Maître Frédéric Chingej déclare haut et fort que la poursuite contre son client dans les dossiers Bukangalonzo est tout simplement de l'acharnement. Monsieur Kani Richard Kalele, qui a qualité ou compétence d'entendre le sénateur Matata Mponyo? Bon, selon la Cour constitutionnelle, comme les faits lui reprochés se font par rapport à son titre de Premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. Mais seulement, il se pose un problème. La manière dont ces dossiers se gèrent ou se traitent, ça donne l'impression d'être politisé. Alors que moi je me dis... Donc on peut parler d'un acharnement? Non, je n'affirme rien. Je dis ça donne l'impression qu'il y avait politisation. Alors que pour être réaliste, moi je dis non, c'est pas politisé. Parce que lorsqu'on avait géré les affaires de l'État, à un moment donné, on doit aussi être comptable pour rendre les comptes. Cela ne se faisait pas sous le régime de Joseph Kabila. Alors, le peuple veut voir un peu clair dans tous ces dossiers-là, surtout les dossiers Bukangalonzo. Vous savez que c'est un dossier qui a longtemps fait rêver les Congolais. Mais son avocat, vous l'avez suivi, affirme que la Cour constitutionnelle n'a pas qualité d'entendre l'ancien Premier ministre Matata Mponyo. Non, mais madame, entre l'avocat et la Cour, qui est un service de l'État, quoique un service... Selon eux, un service au service de l'actuel régime. Non. Moi, je vois les institutions de mon pays, je ne vois pas l'avocat. Un avocat, lorsqu'il parle, il faut d'abord savoir qu'il défend son client sur base de la motivation de ses honoraires. Donc, il doit défendre, il doit justifier l'argent qu'il reçoit, les honoraires qu'il reçoit de son client. Alors, un avocat est libre de dire ce qui est bon lui semble. Mais nous voyons les institutions. Quand on parle d'institutions, à la Cour constitutionnelle, il n'y a pas un individu. Il y a des gens. Et parmi ces gens, je ne pense pas que tous, s'il faut parler des sentiments, je ne pense pas que tous sont contre Matata Mponyo. Ils sont en train de voir les faits. Ils font les choses sur base des textes. Donc, un avocat, comme tout avocat, peut être en train de faire sa masturbation politique, intellectuelle, pour justifier, pour prouver à son client qu'il œuvre, qu'il travaille réellement pour lui. C'est une question qui nous vient des internautes. Pourquoi le régime actuel, le régime de Félix-Antoine Tshisekedi, veut éliminer toutes les personnes dans la course pour la magistrature suprême lors des élections de 2023? Et là, on voit Matata Mponyo qui en est une victime. Je ne vois vraiment pas comment et pourquoi répondre à cette question, parce que les internautes là doivent d'abord nous prouver c'est où que Matata Mponyo s'était déclaré candidat pour 2023. C'est une chose. Parce qu'on s'est longtemps entre-déchiré, entre-tué pour des imaginations. Lorsqu'on fait une déclaration, comme c'est le cas avec Moïse Katumbi, il a déjà affiché les intentions, il y a ces gens qui font du bruit tous les jours, qu'il veut être candidat. Là, c'est normal, on sait déjà que non, c'est un potentiel candidat. Mais Matata ne l'a jamais dit. Matata ne l'a jamais dit. Et moi, par rapport à tout ce que je vois de Matata, je ne l'ai jamais approché, mais c'est quelqu'un qui a géré le gouvernement pendant longtemps. Je ne vois pas Matata faire un bon président, même pas un bon politicien. Donc lui, c'est un technocrate, bien être utilisé pour le rôle qu'il avait des premiers ministres et tout. Un président. Il ne fait pas un président. Parce que pour être un président, il faut d'abord être un fin stratège, un fin politique. Ce n'est pas le cas pour Matata. Alors, je ne vois pas pourquoi et comment l'actuelle famille présidentielle peut s'inquiéter, peut avoir peur de Matata. Ça, c'est une question. Deuxièmement, je me dis, ça ne sert à rien d'imaginer ça parce que les Congolais ont réellement besoin de voir clair sur ce qui s'était passé dans la gestion de Matata. Madame, vous savez que nous, en tant que GSN, notre souhait, c'est quoi? Nous voulons que les chefs de l'État instruisent en tant que magistrat suprême, instruisent
les services, la justice a fouiné la gestion des 20 ans passés. Donc toutes les personnes qui ont eu à gérer depuis 20 ans, donc les 2000, les 18 ans de les 20 dernières années, les 20 dernières années, oui, on doit fouiner. On fouine, mais certaines personnes ne veulent pas de ça. On audite, mais justement, nous l'État, en faisant ça, beaucoup de choses vont changer. C'est une très très bonne recette. Pour, ça sera facile? Madame, j'ai dit, ça ne sera pas facile, mais c'est une formule spéciale pour régler beaucoup de choses. Avec cette formule... Mais on risque de voir tous les politiciens en prison. Non, mais j'ai dit ceci. On doit appliquer cette formule-là. Pourquoi? La raison majeure d'abord est que le peuple a besoin de voir clair. Des gens qu'il avait envoyés gérer. Comment vous avez géré? J'ai besoin du rapport. C'est comme quand vous vous envoyez. Et surtout que ce n'est pas une culture congolaise. Hein. Justement, il faut inculquer ça. Quand vous envoyez quelqu'un vous faire des courses, il doit venir vous dire ce qui s'est passé. Quand on ne rend pas compte, ça reste flou. Les flous là, c'est l'opacité là dont nous ne voulons pas. Alors, nous voulons qu'il y ait contrôle. Premièrement, parce que comme j'ai dit, les peuples veulent avoir les rapports, les feedbacks de ces 20 dernières années. Deuxièmement, parce que le régime de Joseph Kabila ne sanctionnait pas les dirigeants. Alors, c'est important de revenir sur ça parce que pendant les 18 ans et même avant, il y a eu beaucoup d'abus. Alors, on ne veut pas aller très loin, 32 ans, 40 ans. Non, on prend juste les 20 dernières années. Quand je parle des 20 dernières années, là-dedans, nous prenons la gestion des Fachi, une petite gestion, je prends 2 ans, 2 ans et demi, plus les 18 ans. Même si on ne va pas aller très loin, moi j'ai dit 20 ans. Donc, on prend les 3 années des Fachi, plus 17 ans de la Kabylie. On connaissait un peu les fouillés. En faisant ça, madame, comme j'ai dit, le peuple va gagner dans beaucoup. Premièrement, nous allons découvrir qui a fait quoi pendant les 18 ans. Parce qu'il y a des gens qui se font passer pour des saints aujourd'hui, des donneurs de leçons, qui font des choses, ils veulent montrer à la population qu'ils valent quelque chose et tout ça. Alors qu'ils sont des grands voleurs, ils ont détourné l'argent de l'État. Il y a également vos empreintes lors de votre passage au parti de Steve Mbikai. Non, mais écoutez, je n'ai jamais... Vous avez pas mal de lois aussi contribué avec vos idées dans cette gestion. Non, écoutez, je n'ai jamais... Il ne faut pas vous laver. Je n'ai jamais eu une signature. Vous n'aviez pas signé, mais vous avez quand même contribué avec une idée. Non, madame. Lorsque vous étiez dans les PT, lorsque vous étiez au gouvernement, madame, dans un ministère. Ce que j'ai développé est important. Permettez-moi de finir et puis je vais répondre rapidement à votre question. Lorsque on va procéder de cette façon-là, l'opération là va nous permettre de gagner, comme je dis, de diverses manières. Premièrement, nous saurons qui est qui. Parce qu'il y a des gens qui veulent se passer pour des saints aujourd'hui. Alors ce sont des grands voleurs, comme me dit l'IGF. Des gens qui ont pillé ces pays, des criminels économiques. Alors, si on parvient à fouiner, voir la gestion de chacun de tous ces gens, qui a fait quoi, en allant même sur les frais de fonctionnement. Vous savez, même au niveau des ministères, les frais de fonctionnement pour beaucoup de ministres, c'était leur argent de poche. Hein? Alors, on doit justifier, les gens ont fait quoi avec l'argent de l'État? Il y a l'argent d'investissement. C'était leur argent de poche. Comment vous aviez su ça? Même au niveau des universités. Attendez, madame, je vais y arriver. Même au niveau des universités, il y a des gens qui ont géré comment ça s'est géré entre les DG, les recteurs et les ministres des tutelles, ainsi de suite au niveau des entreprises. Si on parvient à faire le contrôle à ce niveau-là, on saura qui a fait quoi exactement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui ont détourné l'argent de l'État, qui ont ça gardé quelque part. On va imposer, demander à tous ces gens de retourner cet argent. L'État fera plus d'argent. Ça, c'est de 1. De 2. Puisqu'on saura que non, ce monsieur avait fait ceci, on va se rendre compte des degrés de crimes de chacun d'eux. Il y en a... Crime économique. Crime économique. Il y en a qui n'auront plus le courage de venir faire de l'embouteillage dans la classe politique. Embouteillage? Oui, l'embouteillage. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de venir en politique, mais ils hésitent parce qu'ils voient, les vieux sont encore là, ils ne veulent pas quitter les affaires. Alors, ces gens-là, si la justice parvient
à mettre la main sur eux pour les aider à aller se reposer au CPRK, la classe politique va être assainie. Alors ça va permettre... Donc ça, c'est la stratégie que vous donnez à l'actuel régime? C'est pas une stratégie, c'est une réalité, c'est une revendication, une exigence de la population. Une exigence de la population. Alors, à travers la GCN. La nouvelle énergie va arriver sur la scène politique. Alors cette énergie ferait que Fachi ait des gens qui n'ont pas encore géré, même s'ils n'auront pas beaucoup d'expérience, mais avec l'encadrement des secrétaires généraux et tout ça, ces gens-là viendront travailler. Alors, là, cette action-là va dissuader ceux qui sont en train de gérer ou ceux qui auront la chance de gérer pendant ce moment-là. Même si vous n'avez pas répondu à ma question. Je réponds à votre question. Okay. Ça va régler beaucoup de problèmes. Alors, seulement à la fin, parce qu'on aura beaucoup... Vous avez une minute parce qu'il y a encore d'autres questions. On aura beaucoup de détourneurs. On aura beaucoup de détourneurs dans ces filets de la justice que, à la fin, moi maintenant en tant que GCN, je demanderai au chef de l'État de pardonner, d'accorder les pardons collectifs à tous ces gens-là. Oui, on va demander. Oui, mais c'est notre proposition, c'est notre recette. Nous allons jusqu'au bout de l'idée. Nous allons demander les pardons collectifs. Mais au moins, tous ces gens-là seront connus de leurs œuvres, leurs pratiques seront connues et ils n'auront plus l'audace, ils n'auront plus de l'arrogance à afficher parce qu'on saura qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé. Mais au moins, ils seront pardonnés et on va... on va les libérer, mais on ne va plus les laisser accéder à certaines fonctions. Madame, Messieurs, prenons ce dernier dossier et on se retrouve juste après. En sa qualité de sentinelle de la République démocratique du Congo, la génération Congo Nouveau hausse le ton face aux propos de Hubert Kabasou-Babou. Cette ASBL vient de porter plainte à l'auditorat militaire contre l'ancien gouverneur du Kasaï occidental, actuellement Kasaï, un ancien rebelle. On a été déposé une plainte contre M. Kabasou-Babou, Hubert, qui a fait une vidéo. Il appelle carrément les militaires à la révolte. En tant qu'ASBL qui tient à voir ces pays garder sa stabilité, sa paix, voir le président Félix Tshisekedi poursuivre son mandat jusqu'au bout, nous ne pouvons pas tolérer que quelqu'un qui avait pris part à la rébellion vienne passer dans la tête des militaires un esprit comparable à celui de la Guinée. Parce que les cas sont différents. En Guinée, le président a brigué un troisième mandat sans autorisation de sa constitution. Et c'est pourquoi il y a eu ce qu'il y a eu. Alors ce n'est pas le cas chez nous. Une activité qui répond à l'esprit de la vision de la GCN. L'ASBL qui travaille depuis sa création pour faire observer le droit et devoir tous les Congolais, y compris les expatriés qui vivent chez nous. Nous sommes des destructeurs d'antivaleurs. Nous jouons la sentinelle pour le pays. À chaque fois que nous voyons quelque chose qui menace la sécurité ou la sûreté de l'État, nous sommes là pour alerter. Nous infligeons aussi la sanction positive. Faisant d'une pierre deux coups, le président de la GCN et sa suite ont pris la direction de la Cour de cassation. Ici, Camille Richard Kalele est venu confirmer le terme de sa plainte déposée le 27 mai dernier contre le président du Parti travailliste, Steve Mbikaï. Nous étions membres de ces partis. On s'était vu être mis à la porte avec comme prétexte que nous étions utilisés pour lui faire du mal. En tant que Congolais qui observaient les droits et devoirs tels que prévus dans la Constitution, on ne pouvait pas accepter être taxé de corrompu alors qu'on ne l'est pas. Pour ne pas se faire violence, on avait déposé une plainte contre l'honorable Steve Mbikaï. Nous sommes maintenant dans la République de l'État de droit où il n'y a plus d'hommes forts. Le numéro 1 de la génération Congo Nouveau, Camille Richard Kalele, attend de la justice congolaise être rétabli dans ce droit. Vous savez qu'au mois de juin dernier, le président de la République s'est installé dans le Nord Kivu pour suivre de près l'état de siège que nous avons décrété. C'est la première décision majeure de notre gouvernement. Et il y a 2 semaines, le Premier ministre a séjourné là-bas pour une mission d'inspection pour voir comment ça allait se passer. Et donc, il était question par rapport aux revendications que nous avons entendues et aux différents besoins liés justement à la réussite des opérations dans le cadre de l'état de siège, de faire le point, de faire l'évaluation. C'est ainsi que à cette réunion, on a associé les gouverneurs militaires qui sont venus spécialement pour donner les éléments frais du terrain qui permettent au gouvernement de mieux circonscrire la nature des besoins pour le moment et de voir comment continuer. Vous savez que nous sommes guidés par un triptyque, les opérations militaires,
la sensibilisation et la démobilisation. Ce sont donc les 3 points principaux qui ont été abordés durant ces échanges. Camille Richard Kalele, votre ASBL Génération Congo Nouveau, aux allures d'un parti politique, selon certains observateurs, a saisi la justice contre l'ancien rebelle, l'ancien gouverneur du Kasaï occidental, actuellement Kasaï. Pourquoi vous êtes allé si vite en besogne, selon une certaine opinion? Non, c'est pas aller vite en besogne. Vous savez, pour certaines questions, on ne badine pas. Pour certaines questions, on ne réfléchit pas 2 fois. On va d'abord vite, cherchant à prévenir, parce que comme on dit, mieux pour prévenir que guérir. N'oubliez pas que Kabassou Babou Hubert est un ancien rebelle. Il était dans un mouvement qui a endeuillé notre pays dans sa partie est durant des années. Et jusqu'aujourd'hui, s'il y a même des mouvements rebelles qu'on ne maîtrise pas, c'est notamment parce que les gens avaient pris goût de ce qui s'est passé avec le RCD et les autres. Mais également, tous ces mouvements rebelles, la RCD, tout ça, ont eu à laisser leurs petits-enfants des séquelles des petits mouvements. C'est comme ça qu'aujourd'hui... Mais nous connaissons déjà actuellement que la situation de la RDC n'est pas à comparer à celle de la Guinée parce que le président n'est pas encore hors mandat. Justement, mais dans ses propos, parce que nous, on s'en tient à ses propos. Tout le monde sait que la situation de la Guinée et celle de la RDC ne sont pas à comparer. Parce que Félix Tshisekedi n'a même pas encore fait 3 ans, donc il a encore son mandat à poursuivre. Et en voyant la manière dont il gère les pays, moi je lui donne beaucoup de chance. Je vois Félix Tshisekedi être réélu en 2023. Je le vois. Parce qu'il fait des choses qui impressionnent. Et quoique il y a aussi beaucoup de points négatifs concernant surtout... Vous ne voyez pas les choses de la même manière que la MOCA et que le FCC? Non, je vous ai parlé du cas de la MOCA et FCC. Point n'est besoin d'y revenir. Bref, moi, c'est le réalisme qui compte. Pour moi, Félix Tshisekedi, c'est le meilleur président de tous les présidents. Donc ceux qui disent que la GSN, c'est une ASBL aux allures d'un parti politique, ont raison. Ils n'ont pas raison. Nous sommes une ASBL, on le dit toujours, à caractère politique. Parce que nous n'avons pas de limites, des rayons d'action. Non, on ne peut pas s'afficher en parti politique parce qu'il y en a déjà plus de 700 qui ne font rien pour la République. Alors nous, comme on se veut d'abord école de formation, d'éducation, de rééducation, d'information, de formation, de destruction d'antivaleurs, on ne peut pas déjà aller en parti politique parce que vous connaissez l'objectif des partis politiques. L'objectif principal, c'est se battre pour accéder au pouvoir. Nous, ce n'est pas ça pour nous. Nous voulons d'abord préparer les citoyens congolais qui vont occuper le fauteuil des fonctions demain à être un citoyen normal. Parce que pour le moment, on a affaire à beaucoup de citoyens anormaux. Quand je parle des citoyens normaux, ce sont des gens qui vont pour détourner les deniers publics, qui vont là-bas pour commencer à faire n'importe quoi, les pratiquants d'antivaleurs. Nous voulons d'abord préparer les Congolais qui ira occuper une quelconque fonction de l'État à être d'abord un citoyen congolais, être un patriote, être un monsieur normal qui sait travailler pour la population et non voir ses intérêts personnels. Et dans le cadre de ces combats, nous regardons aussi, nous surveillons de très près les faits et gestes de tous ces gens-là, notamment Kabassou Babou. Lorsqu'il parle, il compare la situation des chenous à celle de la Guinée, en demandant carrément aux militaires, en appelant les militaires à la révolte. Mais attendez, on ne peut pas, en tant que génération Congo Nouveau, centenaire de la République, on ne peut pas entrer dormir. Il ne fallait pas attendre... Nous apprenons qu'il n'est pas au pays et vous n'avez pas peur que votre plainte puisse prendre des années et des années? Non, j'avais déjà été contacté par l'auditorat. Okay. Je serai là-bas avec mes avocats pour confirmer les termes de la plainte. Ça va être traité, ne vous en faites pas. Je ne sais pas comment la justice va procéder, mais ce qui est vrai est que
la justice est en train de faire son travail, contrairement à une plainte que j'avais déposée à la Cour de cassation qui a... Nous allons parler également de cette plainte-là. La GCN porte plainte contre Hubert Kabassou-Babou. De l'autre côté, nous voyons votre ancien allié, ancien, je ne sais pas, partenaire ou comment, Steve Mbikaï, qui est allé également porter plainte contre la même personne. Est-ce que nous pouvons parler d'une coïncidence ou qui a suivi l'autre? Bon, polémique inutile. Je peux qualifier ça de polémique inutile, madame, parce que, comme je vous ai dit, tout Congolais... Est-ce que le même jour... je sais pas quand eux ont fait ça, mais moi, quand j'avais suivi la vidéo... le même jour. Quand j'avais suivi la vidéo de Kabassou-Babou, qui était balancée le dimanche, le même dimanche, j'étais sur quelques plateaux de télévision, j'avais déjà annoncé ces programmes-là d'aller déposer et porter plainte contre monsieur. Donc, si mon ancien parti a fait la même chose, c'est bon, c'est toujours bon. Du moment où nous travaillons pour la République, il n'y a pas de souci. C'est ce que nous voulons d'ailleurs. Le même jour, vous avez fait d'une pierre deux coups. Vous avez également, vous êtes retourné à la Cour de cassation, bien sûr, pour confirmer les termes de la plainte qui a été déposée contre le président du PT, Steve Mbikaï. Qu'est-ce que vous attendez vraiment de la justice dès lors que nous connaissons qu'actuellement c'est un député national? Non, mais Madame Louise Munga, si j'ai bonne mémoire, et encore à ces jours, alors qu'elle a ses humilités, elle défile là-bas à la Cour de cassation, s'expliquer par rapport au dossier Bukangalonzo. Il y a pas qu'elle, je crois qu'ils sont à deux. Il y a Matata Mpogno, alors que sénateur, ancien Premier ministre, qui défile à la Cour constitutionnelle pour s'expliquer par rapport à sa gestion Bukangalonzo. Lui aussi, quoique député national, si il a eu à poser des actes contraires à ce que prévoit la loi, il y a des mécanismes pour les contraindre à venir s'expliquer. On s'est senti lésé alors que nous étions membres de son parti et nous étions membres à part entière. Un bon matin, ils se sont levés pour dire que nous étions corrompus. Corrompus par qui? Je ne sais pas. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Bref, on a été taxé d'être à la solde de ses ennemis. Alors, puisque les... Quelque part, Camille Richard Kalele, ce n'est pas vrai parce que, à vous voir, vous quittez le parti travailliste et le lendemain, vous vous lancez avec la GCN, vous passez, le lendemain, on vous voit parler par-ci, par-là, en faveur du parti au pouvoir. Quelque part, il n'a pas raison. Je ne parle pas du parti au pouvoir, je parle de tout ce qui est bon. Mais c'est plus, vos apparitions, c'est plus en faveur de ce parti. Voilà pourquoi certaines personnes estiment que vous êtes une structure alliée au parti au pouvoir. Quand il y a du bon avec le régime de Joseph Kabila, j'en parle. Actuellement, je vante les charismes et l'attitude de Joseph Kabila par rapport à, contrairement à ses anciens lieutenants. Joseph Kabila est posé, il est serein, il vit sa vie calmement avec sa femme et ses enfants. J'apprécie ça. Je parle bien de Joseph Kabila. Quand il y a quelque chose de mauvais, ça c'est pas pour maquiller seulement votre dénonce. Position. Non, même pas. Mais taxer de ce que vous dites là, c'est me méconnaître. Les gens qui me connaissent savent que je n'ai jamais... qui pense ainsi. Non, je n'ai jamais été dans la médiocrité. Je n'appréciais pas les comportements de mon ancien président de parti. On ne peut pas aller à la télé, commencer à réclamer des postes. On n'œuvre pas pour des intérêts personnels. Vous aviez évolué longtemps au sein de ces partis. Pourquoi vous n'avez pas laissé juste passer cette action? Non, je ne pouvais pas, parce qu'il y a des gens qui pensent que je suis justement sous-traité. Je dois laver mon image. Alors, comme je ne peux pas me rendre justice moi-même, je préfère me référer à l'État. Et si vous lisez, parce que quand j'ai appris qu'eux aussi avaient été saisis à la justice contre Kabassou-Babou, j'ai pris connaissance, j'ai cherché à lire leurs plaintes. Quelque part, ils parlent toujours, ils évoquent la question d'imputation dommageable. Alors qu'eux-mêmes sont dans ça. Alors, moi, je ne peux pas accepter que mon image soit ternie, que les gens pensent que je suis sous-traitable, je joue les mercenaires et tout. Non, je ne peux pas accepter ça. Et si la justice traitait en faveur du... Comment la justice va traiter en faveur de l'autre camp? Parce qu'ils vont amener aussi les éléments des... Non, ils sont entièrement en faux.
Ils sont entièrement faux parce qu'ils n'ont aucune preuve pour soutenir cette thèse-là, cette accusation. Et ils ont dit que j'avais été entendu, ils ont mené des enquêtes, ils ont trouvé que c'est ça. Alors que rien n'existe dans ce sens. La personne même qu'on soupçonne m'avoir sous-traité, je pense qu'elle s'étonne et elle se sent davantage grand. Parce que lorsqu'on vous soupçonne d'avoir fait quelque chose alors que vous ne l'avez pas fait, c'est qu'on vous mystifie, on fait de vous un grand. Alors, je suis désolé. Comme je ne peux pas me rendre justice, je préfère que l'État m'aide à rentrer dans mes droits. Je n'ai rien contre eux. Ce sont des frères, c'est un aîné. Mais seulement, je ne peux pas accepter que par rapport à sa position, qu'il cherche à m'écraser, à m'étouffer injustement. Merci, ça, je n'accepte pas. Camille Richard Kalele. Et c'est fini pour ce dimanche. Vous avez oublié quelque chose? Il y a beaucoup à dire. Les temps d'antenne a généralement été serrés. Il y a beaucoup à dire, mais bon, puisqu'il faut suivre les timings impartis, je voudrais tout simplement demander aux Congolais d'éviter de se faire manipuler, d'éviter de servir aux intérêts des politiciens véreux. Pour le moment, il y a eu alternance. Il y a un président qui est arrivé alors qu'opposant d'hier, donnons-lui la chance de poursuivre son mandat jusqu'au bout. Si on voit qu'à la fin de son mandat, il n'y a rien de bon, il y aura votre sanction. Mais à mon sens, parce que j'ai aussi le droit, quoique ASBL, j'ai le droit d'avoir des couleurs politiques, j'estime qu'il gère bien, malgré toutes les difficultés qu'il y a. C'est dû à tout ce qui s'était passé précédemment. Alors, aimons-nous Congolais, faisons les choses pour l'intérêt de notre pays, parce que notre avenir en dépend. Merci. Madame, Messieurs, ce message d'un internaute au président de la République. Il estime que le premier ennemi du président de la République, c'est pas Fayoulou, c'est pas le Front commun pour le Congo, mais le premier ennemi du président de la République se trouve dans son entourage, ses collaborateurs. Donc c'est important pour le président de la République de penser à cela. D'ailleurs, notre invité a également épinglé cela tout au long de ce magazine. Merci à vous d'avoir suivi Info 7. Surtout merci de votre fidélité, merci de vos messages, de vos suggestions, merci également pour tout ce que vous êtes en train de faire. Je l'ai toujours dit et je continuerai toujours à le dire, Info 7, le magazine de Congo Web Télévision, Info 7, votre magazine, madame, messieurs, Info 7, notre magazine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.